26 décembre 2004, 9 h du matin. La mer se retire sur plus d'1 kilomètre des côtes de Sri Lanka. C'est un jour férié. Tout le monde se rue pour voir de plus près le phénomène. Au bout de quelques minutes, la mer revient furieuse. Elle balaie tout sur son passage avec une violence inouïe, entraînant pêle-mêle à l'intérieur des terres, hommes, femmes, enfants et débris en tout genre. Elle se retirera et reviendra ainsi 3 fois. Quand la mer se calme, il ne reste plus rien que ruines et cadavres au milieu desquels errent les survivants hébétés. Voulant savoir si des pêcheurs que je connaissais bien avaient survécu à ce cauchemar, j'ai décidé d'y retourner. « 5 mois se sont écoulés depuis le drame du tsunami. Dès ma descente d'avion, je me mets en quête de retrouver Karshi, un vieux pêcheur de Negombo. Karshi, c'était mon oncle. Il est mort il y a 3 ans. Nous l'avions emmené à l'hôpital où il est resté quelque temps et il est mort là-bas. Comme pour nous prouver qu'il s'agit bien du même homme, il nous fait voir comment Karshi nouait son turban et y glissait ses bidis. Nous partons à la recherche de Mali, un autre pêcheur de Negombo. J'ai sur moi des photos qui m'aideront peut-être à le retrouver. Nous nous arrêtons près d'un groupe de femmes, elles le reconnaissent. L'une d'elles nous dit être sa sœur et elle nous invite à la suivre. Elle nous apprend que Mali est mort l'an dernier. Sa fille habite non loin d'ici, mais aujourd'hui, elle travaille sur un marché. Ne pouvant nous attarder, nous prenons congé d'elle et lui laissons les photos. Le lendemain matin très tôt, nous prenons la route en direction de Veligama. Au fur et à mesure que nous descendons vers le sud de l'île, je perçois davantage l'ampleur des dégâts. Le long de la route, ce sont des villages entiers de pêcheurs qui ont disparu, remplacés par des tentes. Le gouvernement a promis de mettre à notre disposition d'ici le 15 mai des maisons provisoires, mais nous ne recevons aucune aide du gouvernement. Mon mari louait des bateaux pour pêcher, mais en ce moment ce n'est plus possible et il n'a pas de travail. Ce n'est pas possible de vivre sous les tentes par cette chaleur dans la journée, et aussi la nuit, c'est très dangereux. À Ikadoua, le spectacle devient insoutenable. Je me promène au milieu des décombres où des gens errent, tournent en rond. Ils guettent le passage d'un Européen synonyme d'ONG pour réclamer de l'aide. C'est ici que le train qui longe la côte a été littéralement emporté par le flot, noyant plus de 1500 personnes qui s'y étaient entassées. Aujourd'hui, il a été remis sur ses rails comme pour nous rappeler à tous la violence du drame.
Lorsque nous arrivons enfin à Viligama, je retrouve Sepala, mon ami pêcheur, au bord de la plage, terriblement amaigri, presque méconnaissable. Sur le chemin de sa maison, il en profite pour nous montrer les restes de son bateau. Venez voir. Regardez. C'est tout ce qui reste du catamaran avec lequel nous sommes allés pêcher ensemble en 1994. Le 26 décembre, le matin, vers 9 ou 10 heures, la mer est venue jusqu'ici. Mes 2 filles sont mortes. Elles avaient respectivement 26 et 27 ans. Il ne reste plus que ma femme et moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'était le 25 octobre dernier. Ma fille venait juste d'obtenir son diplôme et elle est morte le 26 décembre. Elle est morte alors qu'elle devait prendre son poste le 26 janvier à Pelana, dans le district de Matara. Ma maison était derrière. Nous sommes ici dans la maison des voisins. Ils l'ont mis à notre disposition. C'est mieux qu'une tente. Ils ont touché 5000 roupies du gouvernement pendant 2 mois. Depuis, ils n'ont plus rien eu. Vous voyez, ça c'est le timbre du gouvernement. Ça leur permet de s'approvisionner en riz et autres denrées pour une somme de 200 roupies. Mais personne ne peut vivre avec 200 roupies par mois à Sri Lanka. On leur a dit d'aller ailleurs, mais ils n'ont pas envie de partir d'ici. Parce qu'ils ont leurs habitudes et leur travail ici. Regardez, c'est la bande des 100 mètres d'ici au bord de mer, la zone protégée établie par le gouvernement. J'ai quitté Sepala en 1994 sur le pas de sa porte. Il remaillait un filet. Je le retrouve 11 ans plus tard. Le décor n'est plus le même. Il a tout perdu. Ses 2 filles, sa maison, son bateau. Depuis le tsunami, je suis assez déprimé avec la perte de mes enfants, de ma maison et du bateau. Je n'ai plus la force d'envisager l'avenir. On est vieux maintenant, on a perdu notre maison, notre propriété, notre argent, nos affaires, mon travail et mon catamaran. Quand espérez-vous avoir un autre bateau? Je ne peux plus avoir un paroi. C'est plutôt un Norrois qu'il me faut. Pas comme celui qui arrive et qui a besoin d'un moteur. Non, ce qu'il me faudrait aujourd'hui, c'est un catamaran à rame, sans moteur. Un qui ne nécessite que 2 personnes et surtout pas de moteur. Ce bateau était complètement abîmé. Ça, ce sont les noms des soldats belges qui ont aidé à le réparer. Jim, Paul, Philippe. It's a soldier's name. Hamdave, soldiers.
Nous ne sommes plus tout à fait aussi solides. Et nous ne pouvons plus espérer l'aide de notre fille. 60 ans à Sri Lanka, perdre ses enfants, sa maison, son bateau, plus l'ombre d'un espoir de refaire surface. Où trouver l'argent et le courage de rebâtir le travail de toute une vie? Ne pouvant venir en aide seul à ces pas-là, j'ai eu l'idée de faire appel à des pêcheurs corses que je connaissais bien. Jean-Dominique Peretti a tout de suite répondu présent. Il se sent d'autant plus concerné qu'il est le parrain d'une petite Sri Lankaise adoptée par son meilleur ami. Je vais le retrouver à Ajaccio sur son bateau. Normalement, je devrais être au travail, mais comme tu le sais, j'ai un petit projet de reconversion vers une pêche au lamparo, donc avec plusieurs camarades. On rachète un bateau plus gros pour pêcher au lamparo, la sardine et l'anchois. Voilà. Alors donc, c'est vrai que sur le Saint-Antoine, je suis un petit peu en stand-by. Donc on va pouvoir partir au Sri Lanka. Donc on va pouvoir partir au Sri Lanka. Ceci dit, ça, ça nous pose des problèmes je dirais, un petit peu de gestion. Mais enfin, on va y arriver. C'est pour la bonne cause. Tu as espoir là qu'on arrive à trouver quelque chose pour ce pêcheur? Oui, j'espère que la municipalité d'Ajaccio se sentira un petit peu concernée, puisque après tout, ce sont des pêcheurs de Corse et moi qui suis particulièrement d'Ajaccio, qui allons effectuer ce déplacement pour aider un de nos confrères lointains. J'espère qu'on aura les 3 sous qui lui permettront peut-être de reconstruire sa maison et de s'acheter un bateau. Voilà. Qu'est-ce qui te motive pour ce genre de projet? C'est toujours un petit peu peut-être les causes désespérées. J'ai bien peur que malheureusement la pêche, quel que soit l'endroit où cela se passe dans le monde, c'est une cause un petit peu désespérée. Et bon, au nom de la solidarité des gens de mer, au nom de la solidarité entre pêcheurs, pourquoi pas? C'est quand même bien. Et donc on a décidé concrètement d'aider un homme qu'on connaît qui est réellement pêcheur. Oui. Et de lui apporter un petit soutien financier. Mais pour eux, c'est énorme. Hein. Voilà, on va lui fournir un navire neuf, en état de pêcher, de manière à ce qu'il retrouve déjà son outil de production. Et donc avec ça, si on peut lui construire aussi sa maison, ça sera... Le budget d'une maison, là-bas, c'est 2500 €. Donc, Moi, si j'ai une participation, elle sera personnelle. Hein, elle ne sera pas... parce que sinon, on ne peut pas verser dans d'autres trucs. Donc c'est personnellement que j'interviendrai. Ce qui me semble important, c'est que cette œuvre, si elle se réalise, donc je fais confiance, cette œuvre qui se réalise... Nous, les besoins financiers sont ridicules. Hein. Je veux dire, si on arrive à avoir 3 000 €, c'est royal. Hein. Tu les fais 3 000 €, c'est pas le problème. Il y a plusieurs possibilités. Ou on fait quelque chose d'avant, association Prud'homme, ensemble, on organise du poissonnerie comme on fait d'habitude, ou des oursins. Ou sinon, pour l'opération de Saint-Dérase, on peut organiser les grandes de loterie. On mettrait des lots où tout serait récolté et serait donné à ces personnes-là. Une semaine plus tard, nous sommes dans l'avion qui nous amène à Sri Lanka en compagnie de Françoise, sa femme. Hello. How are you? It's Bandupala. I'm Chando. And my wife, François.
Une discussion s'engage avec l'aide parfois de Siri, notre interprète. Pas toujours facile de communiquer avec l'obstacle de la langue. Yes. Hello. La vague faisait à peu près... Elle est montée jusqu'à là-haut, vous voyez? Ah, yes, J'ai été projeté à plus de 200 mètres. Le flot m'a roulé dans les débris qui m'ont blessé à la jambe. Il s'est accroché à ce qu'il pouvait et il a été entraîné à plusieurs centaines de mètres. Oui, et ma femme, elle a pu s'accrocher au toit. Et elle a survécu. Dans cette zone autour de ma maison, il y avait plus de 25 habitations qui ont toutes été détruites. Oui, ils ont été entraînés, l'un à 15 mètres et l'autre à 150 mètres d'ici. Aujourd'hui, son besoin le plus urgent est de retrouver une maison. Pour l'instant, je vis dans la maison que des voisins ont mis à notre disposition. Les gens qui sont au-delà de la limite des 100 mètres ont déjà commencé à reconstruire leur maison. Mais pour nous, les choses traînent encore. Nous sommes consternés par la lenteur des événements. En attendant l'autorisation de construire, nous remettons à plus tard le problème de la maison. Nous avons constaté que des tas de coques paraissent abandonnées sur la plage. Nous optons pour l'achat d'un petit catamaran à rame comme le souhaitait Sepala. Tôt le matin, nous allons en discuter avec lui. Take a seat. Nous sommes venus pour vous acheter un bateau aujourd'hui. Vous comprenez? Nous allons aller sur la plage et voir si quelqu'un a un bateau à vendre. We're going. Yes. Going at the sea. Après nous être assurés que c'était toujours bien là son désir, nous allons sur la plage où très rapidement le choix de Sepala se porte sur une petite coque à balancier. It's good for you. Yeah. Yes. C'est un bateau à rame. Un homme ici et le deuxième ici. Le skipper. Il faut 2 hommes pour aller pêcher. To fishing. Hier, on a tiré les filets à 2. C'est le genre de filet dont j'ai besoin. Ce filet n'est pas pour les petits poissons, c'est pour du gros. For the small fish. Not a sardine. Pas des sardines, Bigger than sardines. un peu plus grandes que des sardines. Like that. Du thon, par exemple. So that's for the dish. Et puis tout va très vite. Les deux parties se réunissent et un acte de vente en bonne et due forme est signé. It's for you. For simple. Make a photocopy. Make it to them. Hurry. Hurry, get on the Make a photocopy.
Dernier acte. Nous nous rendons à Matara, le chef-lieu du district, à la recherche des filets. Nous finissons par trouver un négociant musulman qui nous conduit à ses entrepôts, petite caverne d'Ali Baba pour tout pêcheur. S'y entassent des bouts de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et sur les étagères, des kilomètres de filets bien rangés, tous en provenance de Chine. Pas de problème pour que Sepala y trouve son bonheur, sous le regard quelque peu envieux d'un Jando que je devine en train de songer à ces vieux filets rapissés, qui auraient bien besoin eux aussi d'être remplacés. Voilà. Sanction. Thank you very much. À la nuit tombée, pour fêter ce jour un peu particulier où Sepala retrouve son outil de travail, nous nous réunissons autour d'un repas que Françoise et la femme de Sepala nous ont préparé. Alors, Mr. Bandubala, bye bye. Another day, we come back. With the family. Thank you very much. Yeah, only Good fishing. Very nice to meet you. Bye bye. Jean-Dominique ne disposait que d'une semaine. Nous devons malheureusement quitter Sepala alors que les travaux de la maison tardent toujours à démarrer. De mon côté, trop de zones d'ombre restent à éclaircir. Je ne comprends décidément pas pourquoi, avec toutes ces sommes colossales qui ont été collectées, des populations entières demeurent encore sans un abri correct. Pourquoi des pêcheurs comme Sepala n'ont pas reçu de bateau ? Pourquoi cette zone des 100 mètres, aujourd'hui réduite à 60, a-t-elle été instituée, alors que des hôtels se reconstruisent au bord de l'eau ? C'est ce qui m'incite à me rendre sur la côte Est, la plus touchée par le tsunami, où se sont regroupées la plupart des ONG. Nous avons l'interdiction de filmer les impressionnants mouvements de troupes que nous croisons, alors que nous entrons en zone tamoule où se déroule depuis plus de 20 ans une guerre civile qui a déjà fait plus de 60 000 morts. Les checkpoints se multiplient à l'approche d'Ampara. Dès mon arrivée, je fais le tour des ONG les plus importantes. Mais partout, c'est la même méfiance qui règne. La plupart refusent de donner des interviews, prétextant d'avoir à en référer à leur siège à l'étranger ou à Colombo. Je rencontre une jeune Canadienne, Alexandra. Elle accepte de me conduire sur les chantiers entrepris par Caritas. Caritas est en train de construire des maisons de façon temporaire pour les gens qui ont été déplacés par le tsunami. Et donc on est en train de construire ce genre de structure que vous voyez là, avec la participation de la communauté. Donc avec les autorités municipales, on a identifié toutes les personnes affectées qui ont perdu leur maison. On les place soit sur leur propre terrain, où ils ont perdu la maison, ou soit chez des parents, chez des amis. L'idée, c'est qu'il reste à peu près 6 mois, mais étant donné la situation actuelle, il y a des possibilités que les gens vont devoir vivre dans ce genre de structure de 1 an, 2 ans, peut-être plus. Donc Caritas s'est engagé à travailler avec eux à long terme et on va un peu changer la structure au fur et à mesure, selon les besoins et selon la conjoncture politique aussi. Celle-ci, on vient de finir il y a 2 jours, donc. Et puis on va terminer le terrain avec du ciment. Donc dès qu'on termine, les gens peuvent emménager.
Mais en même temps, c'est idéal parce qu'ils sont déjà sur leur terrain. Donc pour le processus de reconstruction à long terme, ils n'ont pas besoin de déménager. Ils sont déjà là, les matériaux leur appartiennent. Donc ils peuvent déjà commencer à travailler sur la reconstruction à long terme. Donc l'idée du projet, c'est d'encourager les gens à revenir et à vivre sur leur propre terrain. Au lieu d'être dans des camps avec du gouvernement ou d'être déplacés à d'autres endroits. Séverine travaille avec le comité d'aide médicale, une ONG française qui installe des dispensaires de fortune dans les camps de réfugiés du tsunami du district d'Ampara. Alors ici nous sommes dans le camp de Tampatay. C'est un camp qui regroupe 375 familles, donc approximativement 1200 personnes. C'est des gens qui habitaient le long de la côte, tout ce qu'on vient de passer, toute la côte de Tampatay, qui a été affectée quasiment à 90% par le tsunami. Majoritairement des pêcheurs et des cultivateurs. Notre garde. Hello. How are you? Good? Voilà la nouvelle clinique. Il y a du monde. Donc voilà, on a construit un shelter en bois parce que, pour prévenir la saison des pluies et tout ça en fait. On entre. Good morning. Hello. Oh, lot of people. Hello. Il y a certains camps qui sont vraiment mal aménagés, où les shelters sont pas de bonne qualité. Donc les gens se déplacent et viennent sur les camps où les shelters sont de bonne qualité en fait. Donc ça y est, maintenant on est bien connus dans ce camp. Généralement on nous appelle clinique. La clinique. Petite boutique aménagée. Donc voilà, chacun affiche ses petites affiches. Donc Action contre la faim qui fait de la distribution de kits travail, nous nos horaires de clinique. Donc évidemment à chaque fois dans les 3 langues, en anglais, en tamil et en singalais. Même si on touche des zones essentiellement tamil, on affiche aussi en singalais. Et par ici il y a du monde. Ouais, c'est donc un camp qui n'a pas de manager fixe. Donc c'est un petit peu les villageois qui se gèrent eux-mêmes, c'est pas top quoi. C'est un camp qui pose un petit peu souci. Énormément de personnes. Il y a de l'aide, hein, Oxfam, World Vision travaillent sur ce camp. Il y a tout un grand programme psychosocial sur ce camp, avec beaucoup d'activités pour les enfants, pour les préscolaires. Mais au niveau habitation, c'est pas le top. Ok, des cooks. C'est le camp de Tandiadi, un camp de réfugiés, ouais, qui regroupe 232 familles, soit un peu plus de 950 personnes. C'est quand même assez effrayant. Un grand camp de déplacés. Des pêcheurs exclusivement aussi. Ouais, donc les conditions ne sont pas très bonnes dans ce village non plus. On peut se rendre compte que les camps ne sont pas bien managés, que les gens vivent encore dans des conditions assez difficiles. Hormis le premier camp qu'on a fait ce matin, le camp de Tampatay, qui est géré par une ONG locale, Tiero, où eux, en parfaite organisation, ont tout de suite monté des habitations semi-permanentes pour la population. Sinon, ça reste difficile, quoi. Là, à partir de la semaine prochaine, on ouvre à nouveau 6 nouvelles cliniques mobiles. Donc on passera à 18 cliniques mobiles par semaine. Là, on en a 12 à l'heure actuelle. Et puis on compte rester un maximum de temps, si on trouve l'argent. Ce programme nous emmène là jusqu'à fin juin, on espère une extension jusqu'à fin septembre et on espère aussi mettre en place de nouveaux projets à long terme en fait. Le CAM souhaite s'implanter au Sri Lanka à long terme.
Je voudrais bien obtenir l'avis des ONG sri-lankaises sur les questions qui demeurent en suspens. Pour cela, je dois retourner à Colombo, mais je décide de ne pas reprendre le même itinéraire en contournant cette fois l'île par le sud. 2 raisons à cela. Les routes sont devenues beaucoup moins sûres. Elles sont minées par les rebelles, dans les zones contrôlées par les tigres tamouls, et les convois militaires sont régulièrement la cible d'attentats, dont malheureusement les civils font aussi les frais. L'autre raison, c'est que j'ai bien envie de revoir Sepala. Je ne suis pas certain qu'il se soit réellement remis à la pêche. Et j'aimerais également savoir si enfin les travaux de construction de la maison auxquels nous avons apporté notre aide financière ont pu enfin démarrer. 7 heures du matin. J'attends le retour des pêcheurs. J'aperçois le bateau orange de Sepala et visiblement ce n'est pas lui qui est à bord, mais Luxman, l'ancien propriétaire. Andupala, il est chez lui. Il m'a revendu le bateau. Oui, je le connais depuis longtemps. C'est un voisin. Il habite la rue d'en face. Il le connaît très bien. C'est pourquoi il a essayé de lui acheter son bateau. Il savait qu'il pouvait récupérer l'argent. C'est pour ça qu'il ne voulait pas acheter le bateau de quelqu'un d'autre. Il savait que jamais il n'aurait récupéré l'argent. Vous comprenez? Il le connaît très bien. C'est pour ça qu'ils ont fait affaire. Il savait qu'en lui donnant l'argent, il pouvait le récupérer. Au bout de 5 jours, on est revenu. On a vu Luxman revenir de la pêche avec le bateau. Alors on lui a demandé, c'est pas son bateau? Il a dit non. Il n'est plus à lui. Il a repris son argent le 19, c'est-à-dire le lendemain. Le jour de la vente du bateau, il t'avait donné le reçu. Tu lui as alors réécrit une lettre et tu as repris ton argent. C'est ça? C'est une tricherie ou non? Dis-moi. C'est une tricherie, hein? C'est un vrai film. C'est pas la première fois qu'il nous ment. Il a déjà beaucoup menti. Il dit qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il est désolé pour cela. Il vous prie de venir à sa maison à 10h15 pour la cérémonie. Ça veut dire que quand on démarre la maison, on consulte l'horoscope de toute la famille. Et on prend le meilleur moment pour le faire. Et pour lui, la meilleure heure, c'est 10h19. À ce moment-là, ils creusent un trou et ils ont un coffret spécial dans lequel on a mis des tas de choses et ils le mettent au milieu. Et à partir de là, ils peuvent commencer à construire la maison. Il insiste pour que vous veniez. We meet him at 10:15. Okay. See you. Bye. See you later. Okay. Ginipet again. ඔය ස්ටූල් එක මෙහෙන් තියන්න. දෙවන්න. Comment en vouloir à cet homme qui a tout perdu? Qu'est-ce qui a pu engendrer une telle situation alors que les pays du monde entier ont donné pour que justement des gens comme Sepala retrouvent leur outil de travail, un toit et leur dignité? Où est passé tout cet argent? Pourquoi avons-nous été obligés d'acheter un bateau à Sepala alors que les ONG en ont déposé un peu partout, comme pour montrer qu'elles s'étaient acquittées vite et bien de leur mission?
Adam. You come here. You take it. So we forget about all Excuse this. me. No, it's okay. We forget about all this, okay? Okay. Bye. Sorry, wait 1 second. Sunday, wait 1 second. Bye bye. Je pense que le problème majeur a été de construire des maisons pour les pêcheurs. Vous voyez, leur vie est liée à la maison qu'ils avaient sur la côte. Et à ce stade, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement leur interdit de construire dans la limite des 100 mètres. Du même coup, la plupart des pêcheurs perdaient leur bout de terre. Et d'un autre côté, il devenait très difficile de trouver des terrains au bord de mer. Et donc le prix du terrain s'est envolé. Donc j'estime qu'il existe toujours un problème majeur avec les pêcheurs. Tous ces townships seront construits à l'intérieur des terres et non sur la bande côtière, soi-disant par mesure de précaution. Pourtant, cette zone reste allouée pour le tourisme. Le président, juste quelques jours, une semaine après le tsunami, a nommé environ 8 personnes dans une commission spéciale et leur a donné beaucoup de pouvoir. Ces 8 personnes sont représentatives des plus grosses affaires du pays. La plupart d'entre eux étaient propriétaires de grandes compagnies hôtelières. Alors bien sûr, c'est très compréhensible que la première chose qu'ait décidé le gouvernement sri-lankais, juste après le tsunami, était de déclarer la bande côtière zone protégée. Ils ont aussi dit qu'ils allaient établir dans le programme de reconstruction du pays une zone de développement touristique sur la côte. Ils ont décidé que la côte serait exclusivement utilisée pour le tourisme et l'industrie de la grosse pêche. Les pêcheurs vont donc être obligés de partir loin de la côte, ce qui les empêchera de travailler. Si vous regardez des villes relativement modernes comme Colombo, les gens pauvres n'y ont pas leur place. Ils vivent seulement dans les bidonvilles, illégalement. C'est un total abus de la situation. Donc cela va être les petits pêcheurs, environ 800 000 qui vont être renvoyés de la côte, de leurs terres. Nous pensons vraiment que les pêcheurs ont un droit légitime à l'accès à la mer et à la plage. Or, ils vont être rejetés sous le prétexte du tsunami. Il n'y a rien là-bas. Pas d'école, pas de magasin, pas d'hôpital, pas de travail. On est obligé de venir tous les jours jusqu'ici, ça coûte très cher. Tout ça parce qu'ils veulent récupérer nos terres pour construire un grand port. Ils commencent un port de pêche dans cette zone. Le gouvernement réquisitionne. Ils les chassent et donc ils doivent partir d'ici. C'est leur terre, mais le gouvernement la leur prend pour y mettre un port de pêche. Le gouvernement sri-lankais et les pays qui ont prêté de l'argent veulent faire partir les petits pêcheurs pour les remplacer par de la pêche industrielle.
Ils avaient déjà prévu de créer des grands ports de pêche pour accueillir les bateaux des grandes compagnies industrielles de pêche. Et ça, c'était leur plan à l'origine. Et depuis, ce projet a complètement été intégré au programme de reconstruction post-tsunami. Et donc, il y a des négociations avec l'Union européenne pour faire entrer ici 4 000 à 6 000 gros bateaux de pêche. Maintenant, si ces bateaux sont amenés ici, cela va définitivement éliminer les petits pêcheurs. Il y aura 800 000 pêcheurs qui vont être renvoyés de la côte. Des gens se sont dit il faut relancer la pêche, il faut relancer la pêche traditionnelle et donc il y a énormément de moyens qui sont arrivés pour acheter des bateaux et pour équiper les pêcheurs. Et beaucoup d'ONG sont arrivés avec beaucoup de matériel, quasiment parfois sur les mêmes zones, donc petit problème de coordination. Les ONG ont essayé de se coordonner, mais il fallait obligatoirement passer par un système gouvernemental parce qu'il y avait une structure nationale qui gérait le système de pêche, donc ils sont passés par un système gouvernemental qui lui non plus n'était pas à 100% restructuré après le tsunami, ce qui fait qu'aujourd'hui on entend des chiffres par rapport à l'attribution des bateaux qui ne seraient pas vraiment adaptés, mais bon, c'est à voir. Ça reste assez logique par rapport aux moyens qui sont arrivés sur le terrain et à la rapidité avec laquelle il devait être dépensé pour assister ces populations, quoi. Ça pose tout le problème de la coordination inter-ONG, dont on sait qu'elle ne fonctionne pas à plein, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, comment pourrait-elle fonctionner? C'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a eu très probablement une surdotation en bateaux et une dotation qui n'était pas forcément adéquate aux besoins. Dans la mesure où le bateau que vous allez employer sur le lagon, ce n'est pas le bateau que vous allez employer en mer, ce n'est pas le même que celui que vous allez employer dans les rivières, ce n'est pas le même que celui que vous allez employer à Jaffna. Donc, il y avait certainement un travail d'analyse plus poussé à faire au départ, mais d'un autre côté, il y avait également l'opinion publique, les médias, l'opinion publique relayée par les médias qui poussait à apporter aux bénéficiaires. Il fallait donner. Donc, il est tout à fait possible, il est même certain que certaines ONG ont donné plus qu'il ne faudrait. Bon, maintenant, est-ce qu'il vaut mieux donner plus ou donner pas assez? Mais c'est vrai qu'il y a une marge de progrès dans le domaine de la coordination. This tsunami, which has made a huge impact on the economy as well as on the lives of people. Le tsunami a eu un impact économique très fort sur la vie des gens. Nous devions nous sortir de ça et avions besoin de cette aide pour reconstruire le pays. Mais ce que nous ressentons, c'est qu'avec ces personnes, d'autres programmes vont être mis en œuvre, alors qu'ils ne le devraient pas. Cette aide est nécessaire et nous n'aurions probablement pas réussi à nous en sortir sans elle. Mais c'est surtout grâce à la contribution de personnes très généreuses que nous avons réussi. Il y a eu énormément de dons de personnes qui se sentaient proches des victimes. Mais je pense que les pays donateurs ne devraient pas mettre de conditions. Regaining Sri Lanka, that was the title. Regaining Sri Lanka est en fait un programme destiné à privatiser massivement, très rapidement, et aussi d'ouvrir le pays à des investissements étrangers pour construire un grand réseau d'infrastructures qui était nécessaire. Cela fait partie des priorités. Mais ils ont inclus tout ce programme dans celui prévu pour la reconstruction du pays après le tsunami. Donc nous pensons, nous les gens des ONG sri-lankaises, que ceci est un sérieux abus de la situation. Nous disons même que c'est un détournement criminel de tous les biens donnés par les gens du pays et du monde entier.
et pour les utiliser à d'autres fins. Je me prépare à quitter un pays au bord de la crise. Le fragile cessez-le-feu signé en 2002 entre les tigres de l'Elam tamoul et le gouvernement sri-lankais est en train de voler en éclats. Les attentats ont repris. Les morts se comptent par centaines. Les enjeux autour de la répartition des 2 milliards de dollars de dons de la communauté internationale ne font que raviver les rivalités entre Tamouls et Singalais. Tout me porte à croire que malheureusement une partie des fonds attribués à l'aide aux sinistrés n'auraient pas uniquement été détournés pour construire des ports ou des autoroutes, mais qu'ils auraient peut-être contribué à ce que les deux belligérants se réarment. 800 000 personnes fuient aujourd'hui les zones de combat dans le nord du pays et sont donc jetées sur les routes. En Inde, 200 000 réfugiés désespèrent de revenir un jour à Sri Lanka. Les rebelles profitent de la situation pour obliger les orphelins et les veuves du tsunami à les rejoindre sous la menace. La guerre civile pouvait ainsi désormais reprendre avec encore plus de violence. Il a mis du cigare, pour moi, c'était aller à l'aide de pêcheurs dans un pays étranger que je ne connaissais pas du tout. Ça représente culturellement, intellectuellement, c'est quelque chose de valorisant, hein, je dois le reconnaître, pour moi. Sans parler de l'aspect humanitaire des choses, c'était intéressant, c'est un challenge. C'était découvrir autre chose et puis bon, quelque part apporter de l'aide, comprendre, connaître, découvrir d'autres professionnels de la mer, voir comment ils travaillaient, c'est valorisant quelque part, hein, je veux dire. Tu n'as pas senti vraiment de volonté de s'en sortir de la part de certains? Oui et non, c'est un peu pas... Prenons l'exemple de Sepala qu'on est allé. Bon, lui, c'est peut-être un cas un petit peu à part. Il est vieux. Voilà, c'est un homme âgé. Je crois que bon, dans son pays, il a atteint pratiquement l'âge limite de la vie d'un homme. Donc, ayant perdu les siens, etc. C'est dur de repartir, de se relancer, de se remettre en cause. Moi, je comprends un petit peu ça. Tu n'as pas senti qu'il avait vraiment envie de retourner à la pêche? J'ai senti un homme fatigué quand même. Hein. Ce que nous, on a essayé de faire là-bas, c'est quand même de l'aider à reprendre la pêche, parce qu'on pensait que pour lui c'était quand même un moyen de raccrocher à la vie, quoi, de trouver un moyen de subsistance. Donc nous on lui donnait les outils pour redémarrer dans la vie, mais peut-être que c'était pas ça qu'il attendait. Peut-être, mais de toute façon c'est le vieux principe, il vaut mieux donner un hameçon et un fil à quelqu'un pour qu'il aille à la pêche que de lui apporter un sac de blé. Il vaut mieux qu'ils produisent et qu'ils prennent l'habitude de produire. Je crois que la véritable aide humanitaire, c'est celle-là. Hein, c'est de donner aux gens, d'abord, les moyens de leur production, donc de leur survie, et les moyens de leur dignité. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'émotions, le fait de rencontrer cette famille, ce pêcheur qui avait quand même perdu ses 2 filles, sa maison, son bateau. Il n'avait plus rien quand il nous a accueillis avec le sourire, avec beaucoup d'enthousiasme et prêt à partager tout ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Et c'est vrai que bon, pour moi, c'est des gens qui vont vraiment à l'essentiel, qui ont vraiment... j'ai cru retrouver des vraies valeurs qui me semblent perdues en Europe. Je pense que c'était important d'aider ce pêcheur parce que bon, il était dans une situation où il n'avait plus rien, il n'avait plus de maison, plus de bateau, donc plus d'outils de travail et sa seule solution c'était soit l'aide des ONG, soit une aide autre. Donc nous on est arrivé au bon moment, je pense. Je pense que c'était limite et on a pu lui redonner cette pêche en lui rachetant un bateau, on lui a redonné ce dynamisme qu'il avait perdu,
ses espoirs et le fait de le voir partir pêcher, j'ai senti dans son regard que bon, quelque chose quand même, c'était qu'il avait retrouvé quand même une certaine fierté. Et si maintenant je te dis que quand moi je suis revenu là-bas, une semaine après que vous soyez parti, il avait vendu le bateau? S'il vend le bateau pour faire autre chose, pourquoi pas? Peut-être on s'est trompé au niveau le fait de lui acheter un bateau, c'était peut-être pas vraiment ce qu'il recherchait. Peut-être qu'il a profité du fait qu'on lui donne ce bateau pour récupérer de l'argent, pour faire autre chose. À partir du moment où il s'investit dans autre chose, qui trouve son bonheur dans une autre activité, c'est le principal. Le lendemain, il avait vendu le bateau? Non, je crois pas. Si. En fait, c'était pas vraiment une vente. Enfin, pour moi, c'était un coup dur, quoi, parce que je reviens une semaine après, et puis je m'aperçois que le lendemain de notre départ, le bateau était déjà retourné. Mais des fois, on pense aider d'une bonne façon, et la personne, elle attend peut-être autre chose, elle n'ose pas le dire. Et c'est ça, la communication. Il parlait pas très bien anglais, on a du mal à comprendre ce qu'il voulait vraiment. Il était perdu, il a tout perdu, en même temps, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'avec le recul, on pourrait se dire que notre mission, entre guillemets, est un échec, puisque ces pas-là n'a pas repris la pêche. Mais c'est pas vraiment un échec, puisque ça nous a permis de constater que des fois, on croit faire le bien, on veut faire le bien, et puis on est à côté un petit peu de la plaque. Cet homme, c'était pas tellement d'un bateau ou d'aller à la pêche qu'il attendait, il cherchait à retrouver un toit, une maison, et ça nous a permis, nous, en constatant, je dirais, l'erreur, de pouvoir en tirer une analyse plus juste et dire c'était peut-être pas ça que les gens attendaient ou demandaient, c'était peut-être pas leurs besoins. Nous, on a évalué leurs besoins à notre manière, à nous, à notre aune, à nous, mais c'était peut-être pas la leur. Et c'est important de voir ça. C'est important d'avoir des échecs, tout au moins de pouvoir les constater. Il y a beaucoup d'éléments positifs dans tout ça. Parce qu'on a su, nous aussi, tirer une leçon. Et peut-être que les organisations humanitaires aussi devraient parfois tirer de certaines leçons.